Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième webinaire de cette série de webinaires pour une école sécuritaire et inclusive. Mon nom est Arnaud Baudry, mes pronoms sont il, lui et je suis à la direction générale de FrancoQueer. Et puis ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour ce webinaire. Je voudrais aussi commencer en reconnaissant que ce projet de webinaire est réalisé grâce à l'appui financier des gouvernements du Québec et de l'Ontario, en vertu des programmes de soutien financier en matière de francophonie canadienne. Et préciser que les opinions exprimées dans ces webinaires sont celles de FrancoQueer et ne reflètent pas nécessairement celles des bailleurs de fonds. Petit point pratique, je pense que maintenant beaucoup de personnes sont familières avec Zoom, mais on vous invite à réagir en direct en utilisant le clavardage, donc en cliquant sur le chat ou bien en utilisant les réactions en bas de votre écran. Et puis, on vous invite aussi à vous renommer si vous le souhaitez, et si vous le souhaitez aussi, indiquer vos pronoms et l'organisation pour laquelle vous travaillez. Je voudrais prendre un moment pour reconnaître que le territoire sur lequel je me trouve actuellement et sur lequel l'équipe de FrancoQueer a la chance de mener ses activités à Toronto fait partie depuis des milliers d'années du territoire traditionnel des Wendat, des Anishinaabe, des Haudenosaunee, des Mississauga de Nouveau-Crédit. Le traité dit du bol à une seule cuillère leur avait permis de partager l'accès et l'usage des ressources naturelles de la région des Grands Lacs de façon pacifique et durable. Aujourd'hui, ce lieu de rassemblement abrite divers membres des peuples autochtones de l'île de la Tortue et nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité de nous retrouver sur ce territoire traditionnel. Nous reconnaissons l'histoire du génocide culturel contre les peuples autochtones et l'héritage colonial et raciste du Canada. La violence du colonialisme se poursuit, de même que les mouvements pour résister à cette violence. Nous avons toutes et tous la responsabilité de nous engager de manière significative dans ce travail, et l'éducation fait partie de ce travail. Nous vous invitons aussi à réfléchir comment chacun et chacune de nous pouvons contribuer à démanteler cet héritage. Enfin, je voudrais mentionner que les concepts de race, de genre, de sexualité sont largement basés sur des systèmes de pensée occidentaux et coloniaux et ne représentent pas la multitude de conceptions de l'identité qui existent en dehors de ce point de vue. Quelques mots sur FrancoQueer. Donc, on est la première organisation par et pour les personnes LGBTQIA+, dans la région de Toronto et en Ontario. On propose un programme auprès des écoles dont cette série d'ateliers fait partie, donc webinaire éducatif. Et cette série de webinaires est accompagnée de guides qui seront partagés avec toutes les personnes qui ont participé au webinaire et seront également mis à disposition sur le site internet de FrancoQueer. FrancoQueer offre également des services d'établissement personnalisés aux personnes LGBTQIA+, francophones, nouvellement arrivées. On offre des ateliers d'information-orientation et des activités de connexion communautaire. On a aussi un programme spécial pendant le mois de la fierté en juin. Et puis, on est en train de développer aussi un programme de formation et de sensibilisation qui s'adresse à nos partenaires communautaires. Le webinaire aujourd'hui sera animé par notre animatrice principale, Marie-Evelyne Bellinga, agente de sensibilisation dans les écoles à FrancoQueer. D'origine camerounaise et québécoise, Marie-Evelyne a grandi au Sénégal. Elle est formée en philosophie à l'Université de Montréal et s'investit dans plusieurs projets éducatifs promouvant le dialogue et la pensée critique chez les jeunes. Marie-Evelyne collabore depuis 2017 avec différents organismes communautaires, avec des bibliothèques et avec des milieux scolaires francophones de la région Gatineau-Ottawa pour favoriser la culture du vivre ensemble. Marie-Evelyne s'identifie comme femme noire lesbienne francophone. Elle s'implique en tant qu'agente de sensibilisation dans les écoles à FrancoQueer. Bienvenue Marie-Evelyne, merci. Merci Arnaud pour la présentation et je souhaite bienvenue à tout le monde. Alors, sans plus tarder, nous allons vous présenter les objectifs de notre troisième webinaire. Alors, l'objectif premier, c'est de comprendre ce qu'est une pratique inclusive envers la diversité sexuelle et de genre. Le deuxième objectif est d'identifier des pratiques inclusives envers la diversité sexuelle et de genre. Et notre troisième objectif sera de promouvoir des pratiques inclusives envers la diversité sexuelle et de genre.
Notre plan du webinaire se représente comme suit. En premier lieu, nous allons aborder les règles pour créer un espace sécuritaire. Deuxième lieu, agir comme allié. Notre troisième sujet sera les valeurs humanistes et l'éducation inclusive envers la diversité sexuelle et de genre. En quatrième point, nous aborderons des pratiques inclusives en milieu scolaire. Cinquièmement, 10 raisons pour adopter une éducation et des pratiques inclusives en milieu scolaire. Et en sixième point, la période de questions. Et septièmement, la clôture et les remerciements. On va vous tenir bien occupés. Alors, pour commencer notre webinaire, nous allons réviser ensemble les règles pour créer un espace sécuritaire pendant nos discussions et nos réflexions. Le premier principe que nous recommandons, c'est le respect et l'empathie. Donc, nous encourageons toutes les personnes à avoir une attitude de non-jugement, une curiosité saine et un langage respectueux. Au niveau du principe de responsabilité, nous encourageons chacune à utiliser le jeu pour partager son expérience, ses expériences et à respecter les pronoms dans les meilleures possibilités. Bien sûr, nous sommes dans un espace bienveillant d'apprentissage et s'il y a des maladresses, nous prendrons les moyens de les corriger dans la bienveillance. Et nous vous encourageons à vous engager, à participer aux petites activités interactives qu'on va présenter pendant ce webinaire, qui sont un excellent moyen d'apprendre des uns et des unes. Au niveau de la confidentialité, nous vous rappelons que le webinaire est enregistré, qu'il sera publié. Alors, si vous souhaitez garder votre caméra ouverte, ça nous fera plaisir d'avoir votre présence. Si vous préférez aussi, vous pouvez fermer votre caméra et aussi vous renommer ou utiliser un pseudo pour préserver la confidentialité. Alors, nous abordons la thématique « Agir comme allié ». Alors, nous allons découvrir qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'être une personne alliée de la diversité sexuelle et de genre. Et pour ce faire, nous allons vous présenter une vidéo qui a été conçue par Tel Jeune qui parle du rôle d'allié. Salut les copains et les copines, ça va? Oui, toi? Ah oui, ça va très bien. Tantôt, on a parlé de racisme, de discrimination systémique. Là, on va parler plus de solutions. On va parler de la notion d'allié. D'abord et avant tout, et la personne qui a envie de répondre en premier plonge, c'est quoi votre définition de ce que c'est qu'un allié? Selon moi, un allié, c'est vraiment quelqu'un vers qui je vais aller pour parler de certaines insécurités que j'ai par rapport à, je sais pas, des préjugés qu'on pourrait avoir par rapport à moi, des stéréotypes ou des trucs dans le genre. Puis, je pense que c'est comme, si mettons la notion de safe space, mais c'est incarné dans une personne, tu sais. Okay. Fait que je pense que ça serait ça. Puis, c'est quelqu'un qui va pas avoir peur de nécessairement sortir de sa zone de confort pour remettre quelqu'un à sa place, qui a fait une remarque discriminatoire. Ben, je pense qu'un allié, c'est quelqu'un qui supporte une cause, mais qui prend aussi le temps de s'éduquer pour savoir de quoi il parle, fait pas juste dire son opinion puis laisser ça aux autres, qui essaie vraiment de comprendre et non d'avoir raison puis d'avoir le dernier mot. Ben, pour moi, je pense que c'est vraiment une personne qui va venir appuyer ou aider une cause, mais de la bonne façon. Tu sais, souvent, on fait ce qu'on pense qui est bien pour une personne ou pour une cause sans vraiment s'informer, comme Anis dit. Fait que je pense qu'il faut vraiment s'éduquer avant de s'allier à la cause pour être sûr de le faire de la bonne façon. Comment on fait pour être un bon allié? Principalement, ce qui me vient en tête, c'est que ça prend deux choses. Faut apprendre à ne pas avoir peur d'être vulnérable, puis de comme mettre un peu remettre en question ses idées préconçues, puis des trucs comme ça. Puis aussi, ça prend énormément d'écoute, parce que je pense que ça parle vraiment du vécu des autres
quand tu es un allié, là, parce que la plupart du temps, c'est quelque chose que tu n'as pas vécu. Donc, ça dépend vraiment du vécu des autres pour, après ça, savoir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là pour que tu n'aies plus jamais à te sentir inconfortable dans telle situation. On ne peut pas prétendre de savoir c'est comment. On peut pas, tu sais, moi, il y a des réalités que je vais jamais comprendre. Je peux écouter puis essayer de me faire une tête là-dessus puis leur porter main forte, mais je vais jamais être à leur place, jamais savoir c'est quoi vraiment. Mais est-ce qu'on peut s'auto-proclamer allié ou est-ce que c'est les autres qui nous confèrent ce titre-là en général dans la vie? Ben moi, je pense que ça doit vraiment venir de l'autre parce que tu peux jamais comme t'approprier Tu peux pas t'approprier sa réalité. Fait que tu dois absolument... Tu dois comme pour le comprendre, tu dois le vivre, I guess. Fait que ça doit vraiment comme venir de l'autre. Puis cette personne-là, c'est là qu'elle va te dire, tu sais, si je suis à l'aise de te partager ce que je vis, puis je sens que c'est un safe space, tu sais. Fait que tu dois absolument comme avoir l'approbation de l'autre, d'après moi, pour comme te proclamer allié parce que t'es pas touché directement par cet enjeu-là, tu sais. À quel moment est-ce qu'on est légitime, disons, de pouvoir agir dans des situations données en tant qu'allié? Je pense que c'est une question un peu difficile parce que je pense qu'on peut pas vraiment comme utiliser allié comme étiquette parce que j'ai l'impression que, tu sais, il n'y a pas vraiment un moment, c'est pas comme un guide à suivre, suis les 5 étapes pour devenir allié, tu sais, suis blablabla, tu as ton badge que tu colles sur ton sac, tu es allié, tu sais, c'est loin d'être ça. C'est pour ça que c'est autant nébuleux aussi. Je pense que c'est pour ça que c'est autant tabou puis que beaucoup de monde marche sur des œufs. Je pense que c'est vraiment quelque chose que tu remarques chez les gens dans leur comportement, dans leur véritable volonté parce que si tu le vois là, sur Instagram, les gens qui font juste lui poster des stories, qui ne sont même pas allés lire c'est quoi qu'il y avait dedans, tu sais, comme au fur et à mesure, après, quand tu tiens avec ces gens-là, tu le vois, là, ça leur tient pas vraiment à cœur, ces causes-là. Fait bref, pour finir ma pensée, je pense que c'est pas une étiquette que tu peux coller, mais c'est quelque chose que tu remarques chez les gens avec leur comportement et tout. Hein. Le but, ça devrait pas de s'auto-proclamer allié, ça devrait être de faire les gestes. Puis être allié, c'est une conséquence de tes actions, mais t'as pas besoin... Quelqu'un n'a pas besoin de te dire que tu es un allié pour savoir que ce que tu fais, c'est bien. Donc, tout le monde a le potentiel d'être un allié au bout du compte. Ouais. Alors, comme cette belle discussion nous le suggère, tout le monde a le potentiel d'être allié, mais il y a des aspects importants dans ce potentiel-là, l'autoréflexion, l'écoute, l'éducation et le soutien sont des aspects importants pour devenir allié des personnes LGBTQIA+. Alors, agir comme allié, parce que être allié, c'est aussi poser des actions en plus de l'autoréflexion. Une des premières étapes, c'est de s'informer. Donc, écouter, respecter les expériences vécues et les perspectives des personnes LGBTQIA+. Chercher des occasions d'élargir sa compréhension parce que être allié, c'est un processus et c'est un processus qui ne finit pas. Se souvenir que nous sommes responsables de notre propre apprentissage, c'est très important parce que parfois on a peut-être la bonne intention de poser aux personnes concernées des questions pour qu'elles nous éduquent, mais on a aussi la responsabilité de suivre des formations et de le faire sur notre propre temps, dans des conditions qui nous conviennent, sans toujours solliciter le soutien des personnes concernées. On a parlé aussi d'autoréflexion, une autoréflexion qui va mener à l'engagement. Donc, réfléchir aux préjugés et aux stéréotypes négatifs qui peuvent nous entourer, qui sont le résultat aussi de certaines constructions sociales, les biais aussi inconscients auxquels nous pouvons être confrontés ou que nous pouvons porter. Éviter de présumer la manière dont les personnes s'identifient. Alors, il en a été très question pendant notre premier webinaire où on parlait de l'importance de l'auto-identification. Donc, s'assurer qu'on est conscient de la manière dont la personne s'auto-identifie plutôt que de lui imposer une représentation qu'on a d'elle. Se souvenir que l'expérience quant à son genre et sa sexualité est différente pour chaque personne. Alors, effectivement, les nuances ici sont très importantes, l'auto-identification aussi.
Être ouverte aux commentaires et porter un regard critique sur soi-même. Effectivement, ce n'est pas toujours évident de se rendre compte qu'on a mégenré une personne ou qu'on s'est trompé dans ses pronoms, mais c'est la manière dont on va apprendre aussi et l'attitude bienveillante et ouverte est importante. Et ne pas présumer que le soutien aux élèves LGBTQ répondra aux besoins des élèves trans et non-binaires. Alors, dans notre premier webinaire, on avait parlé de l'étude de Egal qui rappelait en fait dans les recommandations que plusieurs élèves trans et non-binaires ont des besoins propres à leur réalité qui ne sont pas toujours pris en considération dans les enjeux LGBTQIA+. Donc, s'assurer que ces élèves-là peuvent partager par rapport à leur réalité et qu'on peut l'accueillir et mettre en place des actions qui sont reliées à leurs besoins et leur vécu. Alors, agir, c'est vraiment le grand thème de notre webinaire aujourd'hui. Alors, agir, c'est quelque chose qui se fait comme processus, mais il y a déjà des actions qu'on peut envisager dès les premières prises de conscience. Donc, établir des règles pour un espace sécuritaire, comme on vient déjà de faire dans notre webinaire. Donc, c'est quelque chose qui est à la portée de chacun, chacune. Utiliser le langage inclusif pour assurer la bienvenue et le respect. Augmenter la représentation des communautés LGBTQIA+, dans les contenus scolaires. Alors, comme enseignants, comme personnel scolaire, c'est quelque chose qui est à notre portée, puisqu'on conçoit et on partage des contenus. Intervenir lorsque l'on est témoin d'un comportement ou d'un langage offensant pour montrer que dans notre espace, on a le souci de la bienveillance et de l'inclusivité et qu'on ne tolérera pas de comportements offensants. Se questionner sur le potentiel inclusif des règles, des procédures et des politiques scolaires envers la diversité sexuelle et de genre. On peut aussi simplement penser, comme exemple, est-ce qu'il existe un code vestimentaire qui est inclusif dans notre école? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui peuvent être discriminées parce qu'on n'en a pas pris conscience à l'intérieur de ce code vestimentaire? Est-ce que nos toilettes sont accueillantes, représentatives pour toutes les personnes? Quelques exemples comme ceux-là. Savoir s'excuser et s'engager à faire mieux parce que nous sommes tous humains, parce que nous pouvons nous tromper dans notre processus d'apprentissage, mais c'est important de reconnaître que nous avons fait des erreurs et de s'engager à faire mieux et de les corriger. Alors, on va rentrer en détail dans quelques-uns de ces points. En commençant avec des pistes d'intervention lorsqu'on est témoin d'un comportement offensant. Déjà, la première chose à faire, c'est déterminer la nature du problème. Est-ce que c'est dans l'attitude de la personne, le comportement, ou est-ce que c'est plutôt dans le langage qui a été utilisé? La deuxième chose, c'est de ne pas juger la personne comme bonne ou mauvaise, vraiment de se concentrer sur les comportements et les actions de la personne, de distinguer la personne de ses comportements, parce que la personne peut changer, elle peut apprendre à changer, et ce qui est important d'identifier, donc, c'est les éléments qu'il faut changer. Donc, c'est important de dissocier les deux pour justement se laisser une marge de progression, de vraiment insister sur le fait que ce qui est problématique, c'est tel comportement, telle action, tel vocabulaire. Se concentrer sur les répercussions, c'est-à-dire ici, ce qui est important, c'est de reconnaître l'impact que l'action a eu sur l'autre personne. Donc ici, l'intention n'a vraiment pas d'importance. Ce qui est important, c'est de reconnaître l'impact sur l'autre personne. Et enfin, rester calme et garder son sang-froid parce que ça va aider à adresser la situation. Donc, on vous incite à conserver un ton et une expression faciale sans jugement, et vraiment traiter la situation en suivant ces étapes de manière calme et posée, en expliquant vraiment qu'est-ce qui est problématique et comment le changer. Et
pourquoi c'est problématique et comment le changer. Alors, communiquer efficacement dans les situations à caractère homophobe, biphobe, transphobe, et queerphobe. Alors, Arnaud a déjà présenté une partie du processus. On va pouvoir réfléchir davantage à ce qui peut être fait. Alors, on remercie en fait GRI Montréal pour le guide qui s'intitule « La transphobie, c'est pas mon genre » et qui donne des pistes d'action pour intervenir face à des propos discriminatoires. Alors, lorsqu'on entend un propos transphobe, homophobe, queerphobe, on encourage en fait à interrompre et à clarifier les propos entendus. Alors, une des façons de faire, et je pense que comme enseignant, vous avez souvent à pratiquer dans votre expertise ce type d'intervention. Donc, on peut avoir comme propos, je crois que je t'ai entendu dire que, et donc nommer ce qu'on a entendu dire. Est-ce vraiment ce que tu voulais dire? Comment en es-tu arrivé à cette conclusion? Et si on a constaté que c'était pour créer une certaine réaction plus ou moins drôle, pourquoi cela est-il amusant? Donc, on engage la personne dans un processus d'autoréflexion. Donc, on lui met en valeur la dimension qui n'est pas raisonnable, rationnelle, appropriée par rapport à son comportement. En deuxième point, on identifie le comportement problématique. Ce commentaire, et on nomme, est homophobe, transphobe, et ce n'est pas acceptable, et voici pourquoi. Donc, on est toujours en train de traiter la personne qui est notre vis-à-vis comme une personne qui a tous les outils pour s'améliorer, pour réfléchir et pour agir différemment. On revient aux valeurs ou aux lignes directrices courantes, c'est-à-dire celles qui sont mises en place à l'intérieur de notre classe, à l'intérieur de notre école ou de notre conseil scolaire, pour rappeler que ces règles s'appliquent à toutes les personnes qui vivent à l'intérieur de notre espace, autant les adultes que les élèves. Donc, on va rappeler aussi qu'on favorise la diversité, les valeurs d'humanisme, de respect, de bienveillance. Et si c'est pertinent, alors ça, il faut l'utiliser bien sûr avec parcimonie, parce qu'on veut s'assurer que les jeunes ne mésinterprètent pas ce que l'on leur partage, mais certains jeunes ont la maturité pour l'accueillir. On se réfère à son propre parcours, si pertinent. Alors, on va exprimer que ça nous est déjà arrivé pour se rendre aussi concernés par le processus qui implique un apprentissage. Je pensais à la même chose auparavant, mais j'ai ensuite réalisé que. Alors, ça montre que nous aussi, on a appris et qu'on s'engage à faire mieux. Et puis, on explique les répercussions parce que bien souvent, les personnes n'ont pas conscience des effets et des micro-agressions ou des agressions verbales, psychologiques répétées sur leur père ou sur les autres élèves. Donc, ton commentaire est blessant et mène à une discrimination et à une marginalisation. Et puis, on n'oublie pas de surtout mettre l'attention sur l'élève ciblé. Alors, l'attention positive est dirigée vers l'élève qui a été ciblé plutôt que sur la personne qui a commis ou eu ce propos homophobe, transphobe, queerphobe. Et on va aussi s'assurer qu'on a des politiques ou des règles à l'intérieur de notre école pour, une fois qu'on a engagé les élèves à faire mieux, les tenir aussi responsables de leurs actions, tout en les accompagnant avec fermeté et bienveillance, bien sûr, à développer des comportements empathiques,
respectueux et inclusif. Et là, c'est notre rôle aussi comme intervenante en milieu scolaire, d'offrir des ressources aux élèves qui sont appropriées pour les aider à s'éduquer et à améliorer leur comportement. Il y a une autre approche quand on ne veut pas donner d'attention justement à des comportements qui ne sont pas appropriés, c'est celle d'intervenir indirectement. Alors, on va le faire en fait en utilisant des signaux non verbaux qui indiquent le refus de la discrimination. Il y a plusieurs possibilités. On peut lancer un regard interrogateur quand il y a un propos qui est inacceptable. On peut refuser de rire ou de réagir et on peut aussi partir. On peut réorienter la conversation vers un autre sujet. Donc, ça permet aussi de limiter l'attention qu'on va donner à ce comportement négatif. Changer de sujet de conversation, répéter les propos entendus sans employer un langage discriminatoire. Donc, reformuler sans engager un propos discriminatoire. Et c'est aussi une façon de modéliser le comportement de l'élève, de l'étudiant, en lui donnant d'autres façons de s'exprimer, en lui montrant d'autres façons de s'exprimer. Et ça peut arriver aussi à l'extérieur du milieu scolaire et c'est une stratégie qu'on peut aussi transmettre à d'autres élèves. Si l'on est témoin de harcèlement discriminatoire dans un lieu public, ou ça peut être même dans l'autobus ou en chemin vers le domicile, donc comme le transport collectif, par exemple, faire comme si les personnes visées sont des connaissances afin qu'elle n'ait pas l'air seule. Donc, s'approcher d'une personne qui est interpellée de façon discriminatoire et montrer que l'on est avec elle ou se positionner comme si on était avec elle, ça peut éloigner les personnes qui cherchent une cible pour avoir ce type de comportement discriminatoire. Alors, ça, c'est quelque chose, je pense que plusieurs d'entre nous ont à travailler avec les jeunes et même des fois les moins jeunes, l'anatomie d'une excuse. Alors, quand on s'est trompé, quand on a mégenré, quand on a utilisé un propos qui était plus ou moins malveillant ou inacceptable, comment on se positionne par rapport à ce comportement qu'on a eu. Alors, si on est repris par rapport à notre façon de nous exprimer qui a été offensante, on va écouter et remercier la personne pour les retours et l'opportunité de mieux faire. Et on reconnaît, nous tous, que c'est une belle chose de pouvoir vraiment s'améliorer ou ne pas reproduire un comportement qui est offensant. On reconnaît l'erreur, alors on va la reconnaître directement et on va aussi s'assurer par contre pour nous-mêmes et pour les personnes avec lesquelles on a une intervention de distinguer le comportement et la personne. C'est ce que Arnaud mettait en évidence un peu plus tôt. On présente des excuses avec sincérité et sans condition. Alors, on sait que souvent, c'est « je m'excuse, mais tu aurais pu faire » ou « toi aussi tu » ou « je n'ai pas compris ». On présente des excuses pour que la personne sente qu'on est à son écoute et qu'on la respecte. On la respecte dans son vécu et dans son expérience qui n'est pas la nôtre. On s'engage à mieux faire. Oui, on s'engage à mieux faire et on agit en changeant son comportement et nos prochaines réflexions vont nous montrer des pistes d'action, vont nous proposer des pistes d'action qui sont variées et qui peuvent nous aider à continuer à nous éduquer et à améliorer notre positionnalité d'allié. Alors, c'est à vous un peu d'agir, de réfléchir maintenant. On va lancer un sondage et en fait, dans ce sondage, on vous demande quelles actions
suite à notre discussion préalable et peut-être aussi vos expériences, quelles actions aimeriez-vous poser envers la diversité sexuelle et de genre dans votre milieu scolaire? Établir des règles pour créer un espace sécuritaire en classe et dans le milieu scolaire, augmenter la représentation des communautés LGBTQIA2+, dans les contenus scolaires, utiliser les pronoms et le langage inclusif en classe et dans le milieu scolaire, ou d'autres actions que vous avez envie de partager. Et si vous le souhaitez, vous pourriez nous enrichir en précisant ces autres actions dans le clavardage. Et vous pouvez répondre à plus d'une proposition. C'est un multiple choix. Alors, merci à vous toutes, tous pour votre participation. Alors, le sondage est lancé. On a 64% de participation pour l'instant. On va vous donner quelques moments supplémentaires pour répondre. Et n'hésitez pas, si vous avez coché autres actions, n'hésitez pas à partager vos idées dans le clavardage. Oui, on peut retourner au slide précédent pour quelques secondes. Et on vous rappelle qu'il y aura une période de questions à la fin du webinaire. On va donner de l'espace. Alors, s'il y a des questions supplémentaires sur ce qu'on vous présente, il y a beaucoup de matière. N'hésitez pas à prendre votre question en note et à nous la partager. Ça nous fera plaisir de revenir sur certains points. Alors, notre sondage. On va partager les résultats, établir des règles pour créer un espace sécuritaire en classe et dans le milieu scolaire. On a 66% des personnes répondantes qui ont sélectionné cette option. Augmenter la représentation des communautés LGBTQIA2+, dans les contenus scolaires, 50%. On a 69% qui ont répondu utiliser les pronoms et le langage inclusif en classe et dans le milieu scolaire et 13% qui ont choisi autre. Merci. Je suis enthousiaste. C'est vraiment une belle chose de voir que vous êtes déjà engagé à vous investir à l'intérieur de votre milieu scolaire et c'est très encourageant et il y a plusieurs propositions diversifiées mais qui peuvent se renforcer. Alors, nous, on a envie de lancer une discussion par rapport à ce que vous nous avez proposé. Quelles actions mener dans son milieu? Vous avez certainement une ou plusieurs réflexions sur les actions que nous avions mis en évidence. Est-ce que vous aimeriez nous expliquer comment vous metteriez en place des règles sécuritaires dans votre salle de classe? Est-ce que vous avez des suggestions pour mettre cette mesure en application de façon simple à l'intérieur de votre salle de classe? Ça pourrait nous enrichir tous mutuellement puisque nous intervenons dans les milieux scolaires. Alors, vous pouvez lever la main si vous souhaitez ou clavarder pour nous dire comment vous feriez de façon pratique cette action. Bonjour Mélanie. Bonjour. On vous écoute. Nous, ce qu'on a fait à notre école, on a déjà commencé un peu, c'était de faire attention quand on parle aux élèves. Parfois, exemple, je vais donner un exemple concret là, qui me vient en tête, c'est en éducation physique, on dit « Ah, les filles ici, les gars là, essayez d'éviter d'utiliser un langage comme ça. » Ouais. Ça, c'était un exemple concret qu'on a parlé à une réunion du personnel, que tout le monde croyait que c'était une action facile à faire, de dire les élèves plutôt que de s'adresser aux genres en particulier, surtout si on ne sait pas si dans notre classe, il y a différents genres. C'est une excellente
recommandations. C'est un excellent partage. Merci beaucoup, Mélanie Bergeron, parce que en fait, on l'a vu, il est important de ne pas présumer du genre, même si la personne en apparence peut représenter un genre qui répond aux critères des normes. Du genre habituel ou auquel on est exposé, respecter l'ensemble des élèves par rapport à leur auto-identification, leur identité de genre, c'est une façon de créer un climat sécuritaire à l'intérieur de l'école. Alors, merci, c'est une super suggestion. Je vois quelques commentaires dans le chat. Janelle dit « Je suis ouverte et prête à intervenir directement ou indirectement en tant qu'alliée lorsque je vois un comportement offensif. Je trouve ça plutôt difficile lorsque ça arrive avec des collègues. » Une autre personne dit faire une présentation au personnel de l'école sur les enjeux des personnes de LGBTQ+. Merci. On a Elisabeth qui dit mettre à disposition du matériel, des ressources sur le sujet, des livres en milieu scolaire, des histoires qui parlent du sujet. Merci. Et puis, Janelle qui dit je m'introduis avec mes pronoms. Je demande aux élèves de me dire comment il et elle préfèrent être appelés et j'ai plusieurs ressources autour de la classe désignant un espace sécuritaire pour tout le monde. J'encourage aux élèves de diversifier les personnages dans leur écriture en évitant les stéréotypes s'ils sont confortables. Très inspirant. Et je vois Lise Bourré, vous avez levé la main. À vous la parole. Oui, je voulais juste ajouter, moi je suis conseillère pédagogique, alors je travaille avec les enseignantes ici à l'école secondaire. Et puis, je sais qu'il y a plusieurs de mes enseignantes, qu'est-ce qu'elles font? On travaille beaucoup de diverses dictées. Et puis, elles ont commencé à incorporer, c'est pas toujours Marc et Nathalie ont acheté une maison, c'est Marc et Pierre se sont mariés. Alors, ils commencent à inclure ça juste même dans la dictée, puis revoir les concepts grammaticaux. Alors, ils travaillent très fort de ce côté-là, puis je trouve ça vraiment impressionnant. Puis moi aussi, comme tu as mentionné, je crois que c'est Mélanie tantôt qui a mentionné, moi-même, puisque je ne travaille pas directement avec les élèves, j'ai commencé à changer mon vocabulaire au lieu de dire, je vais dire l'élève au lieu de il ou elle, parce qu'il y a tellement d'élèves qui s'identifient de différentes façons, puis je ne suis pas toujours mise à date, puis des fois, ça change d'un jour à l'autre. Donc, j'ai commencé à changer moi-même aussi. C'est souvent l'élève en question. Je trouve, en tout cas, ça rend les choses beaucoup plus confortables pour tout le monde. Donc, je voulais juste partager ça, c'est tout. Merci énormément pour vos belles suggestions de pratiques inclusives et on voit qu'il y a tellement de possibilités d'adapter nos pratiques inclusives en fonction de notre sensibilité, de la réalité de notre classe. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que vous avez une expertise en tant qu'enseignant et que vous avez une préoccupation au niveau de l'inclusivité. Ça fait partie de votre sensibilité aussi. Et je pense que c'est de partir de cette bienveillance, de cette bonne volonté pour favoriser le bien-être de toutes et de tous les élèves qu'on va arriver à faire des changements. Et ces changements qui semblent peut-être petits ou anodins pour les personnes qui ne sont pas toujours concernées par ces enjeux-là peuvent faire une très grande différence dans la vie des jeunes. Alors, on va pouvoir continuer à s'enrichir et à réfléchir sur d'autres éléments, d'autres pratiques qui peuvent favoriser l'inclusivité dans nos espaces scolaires. Alors, à Franco-Queer et aussi dans plusieurs milieux scolaires, nous sommes conscients que les valeurs peuvent motiver nos actions, nos comportements et peuvent conduire à une transformation vers l'inclusivité. Alors, on va aborder cette perspective-là dans cette partie de notre webinaire. On pense que l'approche humaniste met la dignité humaine au centre de toutes les interactions entre les personnes.
Et cette approche humaniste va être en fait le guide des actions que l'on peut mettre pour des pratiques plus inclusives à l'intérieur de nos milieux scolaires. Nous allons en fait faire un retour sur le plan d'action ontarien pour l'équité en matière d'éducation. Et à l'intérieur de ce plan d'action, nous voulons surtout mettre en évidence que le ministère, le gouvernement de l'Ontario, en collaboration avec les conseils scolaires de l'Ontario, se sont engagés à favoriser une éducation inclusive dans les communautés scolaires ontariennes et ont proposé des pistes d'action pour agir de façon concrète pour favoriser cette inclusivité-là. Alors, on va essayer de revisiter ces recommandations-là et de voir si elles peuvent s'appliquer à l'intérieur de nos classes de manière concrète. Alors, une des premières recommandations du plan d'action est en fait de faire en sorte que la formation, le curriculum, l'évaluation et les ressources soient plus inclusifs, pertinents et sensibles à la culture. Et dans nos discussions préalables, vous l'avez déjà mentionné, la préoccupation de faire attention aux stéréotypes, d'inclure une plus grande diversité au niveau des représentations familiales, etc. Alors, comment, de façon systémique, ça veut dire au niveau de l'ensemble des conseils scolaires, mais aussi de façon appliquée au niveau des écoles, on peut faire cela. Donc, une des recommandations, c'est d'améliorer le processus de révision du curriculum scolaire afin de s'assurer que les diverses perspectives et expériences sont prises en compte. Les enseignants, enseignantes, le personnel scolaire peut mettre en œuvre des actions pour la révision du curriculum de l'Ontario et s'assurer que cette révision inclut l'apprentissage obligatoire sur l'histoire des pensionnats indiens, les traités et le legs colonial. Alors, on a réfléchi dans notre webinaire 2 aux enjeux de la personne de la diversité sexuelle et de genre à l'intersection de différentes identités et de différentes identités culturelles ou ethniques. Alors, ces transformations-là peuvent se faire en prenant en considération l'ensemble des groupes minorisés. On peut aussi, en fait, réfléchir dans nos communautés scolaires à la manière dont le personnel enseignant et les leaders scolaires peuvent s'impliquer dans le développement professionnel, celui de leurs collègues, mais leur propre développement professionnel, afin de lutter contre l'islamophobie, l'antisémitisme, le racisme, l'homophobie et la transphobie. Alors, ça passe par l'éducation. Comment, comme personnel enseignant, on peut s'investir davantage dans notre formation, notre auto-formation, pour être plus à jour par rapport à ces enjeux qui, en fait, peuvent toucher les élèves de nos communautés scolaires. En dernier lieu, aider les conseils scolaires à évaluer les ressources d'apprentissage et donc le personnel enseignant, la communauté scolaire peut intervenir de façon créative par rapport à cette possibilité-là. Et aussi, on inclut dans cette implication-là, au niveau des ressources d'apprentissage, de réviser en fait les collections des bibliothèques pour s'assurer qu'elles sont accessibles et qu'elles reflètent la diversité. Une des deuxièmes recommandations du plan d'action, c'est d'appuyer les choix d'itinéraire des élèves. Alors, travailler avec les partenaires en éducation, les élèves, les parents et les collectivités pour s'assurer de comprendre ce qui limite les capacités des élèves de réussir et de suivre l'itinéraire de leur choix
après avoir reçu leur diplôme. Alors là, on s'appuie encore sur la réflexion du premier webinaire et du deuxième webinaire où on avait visité les systèmes d'oppression, les axes d'oppression et l'intersectionnalité qui mettaient en évidence que certaines conditions sociales, certains contextes historiques pouvaient affecter le développement scolaire et l'implication scolaire de certains élèves. Alors, comment de façon créative, comme intervenants scolaires et personnel scolaire, nous pouvons mieux comprendre ce qui limite la réalité des élèves qui ont des difficultés et qui sont aux intersections de différentes identités et vécus. Et en collaboration toujours avec les partenaires en éducation, il y avait cette recommandation qui peut s'adapter aux personnes aujourd'hui qui enseignent à ces niveaux-là, une nouvelle approche pour la 9e année dans laquelle tous les élèves sont appuyés pour atteindre leur plein potentiel et choisir les itinéraires qui leur conviennent. On peut aussi voir chez les élèves qui n'ont pas toutes les meilleures conditions d'épanouissement scolaire qu'il y a des processus atypiques ou considérés comme moins typiques, mais justement les soutenir pour continuer à progresser dans leur cheminement scolaire, même si leur parcours ne représente pas essentiellement celui qu'on voit dans la majorité des cas, c'est donner aussi une chance, des opportunités supplémentaires aux jeunes qui peuvent vivre aux intersections de différentes identités. Et une recommandation qui est extrêmement appropriée et que nous aussi à Franco-Queer, nous prenons grandement en considération dans nos milieux communautaires, c'est accroître l'engagement des parents en matière d'équité et d'éducation inclusive, car les parents connaissent la réalité de leurs enfants pour plusieurs. Ils savent comment intervenir pour créer peut-être des ponts entre l'école, le milieu familial et le milieu communautaire. Donc, impliquer les parents dans ce processus de transformation lié à l'inclusivité, trouver des stratégies intentionnelles pour accroître leur participation et puis travailler à s'assurer qu'il y a une représentativité des diverses collectivités dans les comités de participation des parents et dans les comités de participation menés par les conseils scolaires. Et travailler aussi avec les conseils scolaires et parfois les conseils scolaires pourraient s'outiller de façon conjointe, travailler ensemble s'il y a des initiatives qui ont été menées dans certains conseils scolaires et ce sont des initiatives qui peuvent apporter une guidance pour d'autres conseils scolaires. Pourquoi ne pas partager les pratiques gagnantes qui ont pu favoriser l'inclusivité avec d'autres conseils scolaires. Donc, travailler aussi avec les conseils scolaires et les partenaires autochtones pour renforcer les communautés consultatives sur l'éducation des personnes autochtones et trouver des stratégies pour mobiliser les parents qui se sont désengagés du système d'éducation pour une variété de raisons et particulièrement si nous avons aussi des parents qui appartiennent aux communautés minoritaires ou minorisées. Alors, on va regarder maintenant quelques pratiques inclusives en milieu scolaire. Tout d'abord en regardant les avantages de la création d'une alliance de la diversité sexuelle et de genre à l'école. Alors, on a rassemblé ici quelques éléments de différentes études qui montrent que les élèves qui ont la chance d'avoir une alliance dans leur école se sentent plus en sécurité et entendent moins de remarques homophobes, biphobes, transphobes et vivent moins d'intimidation et de harcèlement. Aussi, ces élèves estiment avoir un meilleur soutien de la part du personnel scolaire parce qu'il intervient davantage dans des situations d'intimidation et a tendance à mieux se manifester comme allié, donc vraiment à prendre sa place en tant que personnel scolaire et personnel de soutien. Aussi, les élèves qui ont la chance d'avoir une alliance dans leur école
ont de meilleurs résultats à l'école et ressentent un effet positif sur leur estime de soi, leur bien-être et leur sentiment d'attachement à l'école. Et là, on peut vous renvoyer aussi à ce qu'on a vu pendant le webinaire numéro 2 au sujet des différents éléments qui ont un impact sur l'élève, que ce soit à l'externe ou à l'interne. Donc ça, c'est vraiment lié. Et les alliances de la diversité sexuelle et de genre contribuent à créer un climat qui soit plus inclusif et donc qui a un impact sur le bien-être de l'élève et sa réussite scolaire. Et donc, les alliances feraient même aussi diminuer les symptômes dépressifs, les idées suicidaires et les tentatives de suicide. Et puis, les élèves qui ont la chance d'avoir une alliance aussi constatent que ces alliances permettent d'ouvrir un dialogue sur la diversité et sur l'acceptation de la différence et qu'elles peuvent mener à la création de nouveaux outils d'intervention face à l'intimidation et au harcèlement. C'est vraiment aussi les alliances, c'est une occasion, une opportunité pour travailler ensemble sur la création d'outils qui permettent d'augmenter l'inclusivité au sein de l'école. On voudrait passer en revue quelques stratégies de communication inclusive. Alors, on va commencer par dire que la langue française, c'est une langue qui est très genrée, qui est binaire et en fait intrinsèquement assez sexiste, puisque les accords, par exemple, sont faits au masculin où le masculin l'emporte toujours sur le féminin, et puis les accords sont faits soit au masculin, soit au féminin. Il n'y a pas présentement de forme neutre dans le système grammatical en français. Donc, pour rattacher ça à l'expérience des personnes, on peut rappeler encore que l'identité de genre, tout comme le sexe, n'est pas binaire. Et puis, certaines personnes donc, ne se retrouvent pas nécessairement dans le langage qui est offert par la langue française. Ça, dans un contexte de français en milieu minoritaire, c'est important à comprendre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller chercher les outils qui existent en anglais. Donc, il y a ici quelque chose par rapport au lien entre l'identité de la personne et la langue qui fait que le français doit évoluer pour vraiment être inclusif et permettre à toutes les personnes de la diversité sexuelle et de genre de pouvoir être représentées avec les mots et avec les accords dans la langue française. Et puis un autre point à noter, c'est que l'élaboration du français neutre n'est pas la création d'une obligation. On ne veut pas forcer qui que ce soit à utiliser des nouveaux mots, mais vraiment de créer une option, justement pour donner l'option aux personnes qui ne se sentent pas représentées dans l'aspect binaire de la langue aujourd'hui, de pouvoir trouver des options pour pouvoir s'affirmer dans leur genre. Alors, quelques options de français épicène ou neutre. Alors déjà, la distinction entre épicène ou neutre, on peut dire que la formulation épicène, c'est une pratique qui vise à assurer un équilibre dans la représentation des hommes et des femmes, alors que la rédaction neutre, c'est de privilégier des termes ou des tournures de phrases qui ne comportent pas de marqueurs de genre spécifiques. Alors, une option de français épicène, c'est d'utiliser les doublés, c'est-à-dire d'énumérer les formes féminines et masculines. Donc là, par exemple, on a les étudiants et les étudiantes. Ils ou elles, toutes et tous, celles et ceux. Alors là, la chose, c'est que la répétition continuelle des doublets peut entraver la lecture. Donc, ce n'est pas très léger, on va dire, dans le style. Et puis, l'autre limitation ici, c'est que les doublets n'incluent pas explicitement les personnes de genre non binaire. Une autre technique, c'est la graphie tronquée, ou autrement appelée le doublet abrégé. Donc, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on a la forme masculine et féminine. Ici, c'est contracté visuellement, donc ça marche bien à l'écrit, ça marche moins bien à l'oral. Il n'y a pas de forme vraiment sur lesquelles on s'entend pour la prononciation. Donc là, on va utiliser un signe typographique, comme par exemple le point médian, pour combiner les deux genres. Donc, on voit bien le traitement égalitaire à l'écrit, mais pas à l'oral. Et puis, un autre élément limitant, c'est que la graphie tronquée pose aussi des problèmes d'accessibilité dans les logiciels de lecture.
On va voir ici quelques exemples de formes neutres, donc avec des pronoms comme on, vous, quiconque, qui, personne, plusieurs, chaque. Ça, c'est des pronoms évidemment dans la formulation de la phrase, donc c'est vraiment au moment de l'écriture ou dans la manière dont on s'exprime, de s'assurer à utiliser des pronoms qui ne mettent pas spécifiquement en avant le masculin ou le féminin. Pareil avec quelques exemples ici de noms. Donc, on peut utiliser des noms épicènes qui ne sont pas genrés spécifiquement. Donc, artistes, bénéficiaires, bénévoles, cadres, élèves, etc. Tout ça, ce sont des noms non genrés qu'on peut utiliser. Et souvent, au pluriel, c'est plus facile de les utiliser. Au singulier, on va dire, par exemple, un ou une élève. Au pluriel, on va dire les élèves, ce qui inclut tous les genres. Des adjectifs, donc il y a aussi des adjectifs dont la forme ne varie pas dans les accords, donc un ou une élève apte, habile, sympathique, etc. Là, on a des exemples d'adjectifs neutres. Et puis, une technique ici, je le mentionnais juste avant, par exemple, c'est d'utiliser des pluriels, mais pas seulement, on peut aussi remplacer des appellations de personnes par des appellations épicènes ou par le nom d'une fonction ou par des noms collectifs. Alors, par exemple, plutôt que d'utiliser mère et père, on peut utiliser le terme parent. Plutôt que tout petit ou toute petite, on peut utiliser le terme jeune enfant. Plutôt que le directeur ou la directrice, on peut utiliser le nom de la fonction. Donc là, on dirait la direction. Et puis un autre exemple qui est une forme avec plus une forme composée, on va dire. Donc le corps enseignant ou l'équipe enseignante plutôt que les enseignants et les enseignantes. À noter que la rédaction épicène ou le style épicène permet d'éviter l'accord grammatical genré et favorise le genre invariable, mais néanmoins, les personnes non-binaires ne sont pas nécessairement sans genre. Donc l'écriture épicène, c'est une façon d'éviter de mégenrer ou d'exclure plutôt que de correctement genrer une personne. Donc c'est aussi une forme qui est insuffisante. Donc là, on va voir des exemples de formes non-binaires que certaines personnes vont utiliser. Donc là, évidemment, il y a des formes qui n'existent pas présentement dans le dictionnaire. Donc, on a toute une communauté créative qui va trouver des moyens d'user de néologismes pour créer des nouvelles variations qui correspondent à l'identité d'une personne, qui pourraient correspondre à l'identité d'une personne non-binaire. Donc là, on a quelques exemples de pronoms personnels. Alors là, il y a une exception. Vous êtes peut-être au courant que IEL, I-E-L, est entré dans le dictionnaire. Donc, c'est officiellement, ce n'est plus un néologisme. Vous avez d'autres variations ici de pronoms personnels. Pronoms démonstratifs. Alors, c'est lui, c'est le, seuse, où là, on a une contraction de la forme au masculin et de la forme au féminin. Donc, lui et celle est contracté en c'est lui. Eux et celle au pluriel contracté en c'est le. Des articles indéfinis en, tous, tous. Des déterminants possessifs, maon, taon, saon, mentan, sans. Donc, vous entendez là, les sons, c'est des nouveaux sons par rapport à ce dont on est habitué à entendre. Des néologismes hybrides. Donc là, encore une fois, c'est une combinaison d'un nom masculin et d'un nom féminin. Alors, par exemple, frère et sœur sont contractés en freur. Heureux et heureuse, heureux. Oncle et tante en tancle. Des néologismes non hybrides. Donc là, on crée des nouvelles terminaisons pour identifier une forme non binaire. Alors, auteur au masculin, autrice au féminin, auteur en version non binaire. Écrivain, écrivaine, écrivant. Et amix ou amise. Donc là, c'est des variations avec X et Z. Alors voilà un exemple de phrase. C'est lui qui parle est mon amix d'enfance. Elle est maintenant écrivant. Un point alors sur l'usage des pronoms. Les pronoms servent à se référer à une autre personne. Il y a bien sûr de nombreuses options et puis c'est important de ne pas présumer les pronoms d'une personne. Aussi, c'est important de se souvenir que les pronoms utilisés par une personne ne déterminent pas l'identité de genre de celle-ci. Par exemple, il y a des personnes
non-binaires qui vont utiliser les pronoms « il » et « elle », qui sont généralement associés à l'homme ou à la femme, mais qui ne s'identifient pas forcément comme une personne masculine ou personne féminine. Certaines personnes non-binaires vont, à l'inverse, choisir d'utiliser un pronom neutre, par exemple « yel », dont on parlait juste avant, mais par contre d'utiliser les accords masculins ou féminins pour faciliter l'usage grammatical. Alors ça ne veut pas forcément dire que la personne s'identifie comme personne masculine ou personne féminine, donc il faut faire attention à ce que aussi l'identité de genre de la personne ne soit pas présumée en partant de l'accord grammatical que la personne veut utiliser. En résumé, ce qui est important de se souvenir, c'est que le respect des pronoms, c'est une question de respect de la personne, puisque ça, c'est vraiment lié à l'identité de la personne et à la manière dont la personne va s'identifier par rapport à son identité de genre. Arnaud, merci pour ta précision. On a une question très intéressante et je vais te la partager avant de passer à ma dernière partie. On nous demande comment ces mots ont été créés et je pense que c'est intéressant au niveau de cette question de situer un peu historiquement l'origine de ces mots. En grande partie, ces mots sont des mots qui ont été créés et par les communautés militantes, par les personnes concernées qui souhaitaient être vues et représentées comme elles avaient envie d'être auto-identifiées, par rapport à leur auto-identification. Et cet usage s'est renforcé à l'intérieur des communautés inclusives parce que on s'entend que les langues évoluent et que un des processus est celui de réfléchir les règles, les normes et les règles grammaticales pour que les personnes concernées soient plus inclusives, pour que la langue soit plus inclusive. Donc, ça part de la base, cette proposition, et elle se diffuse à partir des communautés qui veulent continuer à faire vivre cette réflexion et cette possibilité-là. J'espère que ça donne quelques pistes. Merci. Alors, on arrive à non pas la conclusion, mais peut-être une réflexion plus concrète sur ce qui nous mène à vouloir redéfinir ces règles, repenser notre positionnalité en tant qu'alliés. Et on aborde en fait les 10 raisons pour adopter une éducation et des pratiques inclusives en milieu scolaire. Bien sûr, il n'y en a pas que 10, il y en a beaucoup plus, mais on va pouvoir au moins dégager des principes communs, je pense, que nous partageons avec vos milieux scolaires aussi. Alors, on a compris que l'approche humaniste, c'est une approche qui nous permet de favoriser l'inclusivité, d'approcher aussi les relations autour de ces enjeux d'inclusivité. Et en fait, pourquoi l'approche humaniste est importante et les valeurs humanistes sont importantes, c'est parce qu'elles sont déjà représentées dans plusieurs grandes religions et dans plusieurs approches communautaires et même scolaires. Alors, dans l'éducation inclusive et dans les valeurs humanistes, l'éducation inclusive LGBTQIA2+, vise essentiellement, absolument, à assurer la dignité humaine et le respect de tous les êtres humains, y compris les personnes LGBTQIA+. Le deuxième principe, la deuxième raison qui nous encourage à développer des pratiques inclusives, c'est que l'éducation inclusive est fondée sur une éthique de la réciprocité ou règle d'or. Alors, on appelle l'éthique de la réciprocité. Et en fait, on sait que la règle d'or existe et a été développée à l'intérieur des grandes religions. Et cette règle d'or nous incite à agir de telle sorte qu'on voudrait qu'on agisse par rapport à nous-mêmes.
envers les autres. Donc, agis de telle sorte que tu voudrais que les autres agissent envers toi. Et donc, dans cette réciprocité, on devrait respecter autant les personnes qui ne sont pas nécessairement représentatives des normes qui sont instituées socialement, parce que nous souhaitons être respectés, nous aussi, dans notre unicité en tant qu'être humain. On s'entend toutes que l'homophobie, la biphobie, la transphobie, la queerphobie, en fait, lorsqu'elle est tolérée ou qu'elle est ignorée, va favoriser la violence et la haine. Et les valeurs humanistes condamnent la violence et la haine à tous les niveaux et pour tous les êtres humains. Donc, l'homophobie et la biphobie, la transphobie n'ont pas leur place dans nos espaces communautaires et scolaires. L'éducation inclusive aborde les réalités et les enjeux des personnes LGBTQIA2+, de manière significative et adaptée à l'âge. Alors, cette raison-là est importante parce que parfois, on va faire porter aux personnes qui éduquent envers la diversité sexuelle et de genre qu'on est en train d'initier ou d'influencer les jeunes par rapport à leur sexualité ou que c'est une éducation sexuelle, alors qu'en fait, c'est surtout une éducation qui met en évidence les enjeux et même les conséquences qui conduisent à la détresse, au mal-être des jeunes et les moyens et l'urgence d'agir pour éviter ces conditions néfastes pour l'épanouissement et le développement de toutes et de tous les jeunes. Alors, cinquième raison, tous les êtres humains méritent d'être traités comme de précieux membres contributeurs, contributrices de leur communauté. Et on sait que les communautés LGBTQIA+, ont beaucoup contribué aux transformations sociales à bien des niveaux à l'intérieur de la société. C'est documenté historiquement. Ce sont des personnes qui créent des climats, des milieux qui favorisent la sécurité de toutes et de tous. Donc, les jeunes LGBTQIA+, doivent avoir l'opportunité, eux aussi, de contribuer à l'intérieur de leur communauté. Donc, les groupes de soutien, comme on l'a montré tout à l'heure dans la diapositive, donc tels que les alliances gays hétéros, AGH, les alliances de la diversité sexuelle et de genre en milieu scolaire, servent de lieu de refuge sûr qui permettent aux élèves de se rencontrer et de discuter de questions relatives à leur vie et à leur situation. C'est important de les soutenir, c'est important de leur accorder de l'espace, c'est important de trouver des moyens pour qu'elles puissent avoir une existence à l'intérieur des milieux scolaires. Et l'homophobie, la biphobie, la transphobie, la queerphobie nous font tous souffrir. Et quiconque est perçu comme LGBTQIA2+, peut être victime de harcèlement et de victimisation. On a vu dans le webinaire 2 les résultats de l'enquête d'Égal Canada et comment le simple fait d'être perçu comme appartenant à la communauté LGBTQIA+, pouvait mettre des jeunes en situation discriminatoire ou de harcèlement. Les êtres humains sont solidaires pour protéger le caractère sacré de la vie. Alors, l'éducation inclusive a ce rôle de rappeler cet engagement humain, humaniste que nous avons tous les uns envers les autres, tous les unes envers les autres. 9e point, le silence sur les enjeux LGBTQIA2+, et on en est très conscient à Franco-Queer, associé au harcèlement homophobe, biphobe, transphobe, a un impact négatif sur la santé mentale et expose les jeunes LGBTQIA2+, à un risque plus élevé de dépression et de suicidalité. On a vu dans le webinaire 2 les facteurs
externes et les facteurs internes qui accroissaient le risque de suicidalité chez les jeunes LGBTQIA+. Donc, il est primordial de briser ce silence et d'agir. Et l'éducation inclusive, les valeurs humanistes contribuent à mieux faire connaître, respecter et protéger les droits et responsabilités de tous. Elle propose des ressources pour faire respecter les droits et protéger les personnes susceptibles de vivre des expériences discriminatoires. Alors, voilà pour les 10 raisons et j'espère qu'on en a plein d'autres à ajouter, bien sûr. Et on vous donne à présent la parole pour approfondir certains points et entendre vos commentaires ou répondre à des questions particulières par rapport au contenu partagé. Merci énormément pour votre présence, votre participation. Alors, on a une main levée de Claudia. Bonjour Claudia. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Claudia Patnaud-Daniels. Je travaille comme conseillère pédagogique au Conseil scolaire catholique Mon Avenir et mes pronoms sont Kwe. Je suis une femme Anishinaabe, donc elle et she. Alors, je voulais juste faire un point sur la dernière partie que vous avez partagée. J'ai trouvé ça formidable dans un contexte d'un conseil scolaire catholique. Puis, je pense qu'on peut faire d'excellents liens entre la dignité de la personne, entre les valeurs catholiques et les 10 raisons que vous avez soulignées là. Et je vais sans doute utiliser ça dans mes partages au conseil scolaire et avec les enseignants. Alors, je vous remercie pour ça. J'ai trouvé ça formidable. Merci beaucoup. Merci énormément. Et Arnaud, peut-être que tu voudrais ajouter par rapport au fait que effectivement, c'est une ressource qui est utilisée dans certains conseils scolaires qui ont une dimension confessionnelle. Oui, effectivement. Et en fait, cette liste, on l'a construite aussi en partant d'outils existants. Et un de ces outils, c'est un outil qui a été publié par EGAL. Et c'est en anglais par contre, mais c'est 10 raisons basées sur la foi pour justifier une approche d'éducation inclusive. Donc ça, c'est quelque chose qu'on mettra aussi dans notre guide d'accompagnement du webinaire qui donnera accès aux différentes ressources. Et merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est plaisir. Je veux préciser à toutes et tous que nous allons dépasser peut-être de 5 minutes l'heure prévue pour notre webinaire parce qu'on veut laisser un peu d'espace à d'autres questions. Mais nous sommes dans la conclusion, la prochaine étape est la clôture et les remerciements. Alors, merci beaucoup aux personnes qui doivent quitter si c'est nécessaire. Et puis, nous sommes encore là pour les personnes qui voudraient poser d'autres questions. Alors, on vous invite à lever la main, ouvrir votre micro, ouvrir votre caméra. Vous pouvez aussi écrire dans le clavardage. Mais si on n'a pas de questions supplémentaires, on a une main levée. Donald Cyr, bonjour. Oui, allô. Écoutez, j'ai participé aux 3 webinaires, puis c'est tellement éducatif et tellement bien. Je vous en remercie de tout cœur. J'ai un commentaire et j'explique. Je trouve que dans vos formations que vous avez offertes, c'est tellement pertinent. Puis je me demande comment est-ce que ça pourrait être transmis à nos écoles, à l'ensemble des membres du personnel. Je regardais aujourd'hui, il y avait 38 participantes jusqu'à un certain point.
Puis je pense que ce serait bénéfique vraiment pour tout le monde. Est-ce que Franco Queer, ou je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais vous avez peut-être des pistes ou des suggestions à faire pour aller rejoindre? Je vous donne un exemple. Est-ce que peut-être durant une journée pédagogique, il y aurait une présentation qui pourrait être faite à un conseil ou même, puisqu'on peut le faire comme maintenant, vous êtes en train de le faire à distance comme ça. Je me dis, on pourrait rejoindre tellement de monde et ça serait tellement bénéfique effectivement pour tout le monde parce que ça fait quelques années que je commence à voir ce qui se passe là. Puis les gens, ce n'est pas un manque de bonne volonté, c'est un manque d'outils. Puis des fois, ils ne savent pas, mais qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je devrais dire, puis comment je devrais m'y prendre. Alors, je pense que ça serait vraiment bénéfique. Donc, je n'ai rien d'autre à dire que ça. Je vous laisse y réfléchir. Puis, si on a la chance de se reparler ou de se revoir, bien, encore une fois, merci beaucoup. Mais merci à vous, merci de votre participation et puis de la suggestion. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on peut définitivement faire avec les conseils scolaires et les écoles. On a une offre de webinaire qu'on est en train d'augmenter et de continuer à développer pour mieux répondre aux besoins. On est aussi en train de développer des ressources complémentaires qui seront destinées plus spécifiquement aux élèves et aux familles. Donc, ça serait avec grand plaisir d'intervenir durant une journée pédagogique ou dans d'autres circonstances. N'hésitez pas à me contacter comme je suis l'agente de sensibilisation pour les écoles. Vous avez notre courriel, on va vous le présenter juste à la fin. Et puis, vous pouvez aussi trouver mes références sur le site de Franco Queer et nous pourrons faire un suivi avec vous et avec toutes les écoles intéressées peut-être à avoir plus d'informations sur les possibilités de webinaires en milieu scolaire. Merci. On a un commentaire dans le chat, Janelle qui dit, comme j'ai mentionné avant, j'ai de la difficulté à intervenir auprès de collègues, surtout puisque je suis plus jeune. Le rappel de nos valeurs est difficile, je ne veux pas avoir l'air preachy, mais en même temps, parfois le vocabulaire employé peut vraiment blesser les gens. Effectivement, et je pense que c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir des conversations dans un contexte qui favorise la conversation et les échanges sur ces questions-là, parce que effectivement, peut-être qu'en dehors d'un environnement qui est vraiment créé pour ça, ça peut être compliqué d'aborder le sujet. Donc, je pense que ça peut être une opportunité aussi pour nous et vous de peut-être organiser quelque chose dans votre école ou dans votre conseil scolaire pour tenir ces conversations. Contribuer à faire de la sensibilisation et à vraiment comprendre ce dont on parle ici, c'est-à-dire le vocabulaire et puis l'emploi et l'usage de pratiques inclusives. Merci, Janelle, pour votre petit mot. On a d'autres questions? Alors, il est évident que c'est beaucoup d'informations parfois et comme on le suggère, si d'autres idées vous viennent, s'il y a des questions ou des besoins d'approfondissement, vous pouvez bien sûr nous écrire. On pourra essayer de répondre dans le meilleur de nos capacités à vos questions. Ça peut être un cheminement et puis ça nous fera plaisir d'apporter des réflexions appropriées à votre questionnement. Alors, si on n'a pas d'autres questions, on va pouvoir peut-être conclure. Oui, alors pour aller plus loin, nous allons en fait vous transmettre les guides d'accompagnement de nos webinaires.
Et donc, dans ces 3 guides d'accompagnement des 3 webinaires que nous avons proposés, présentés dans le cadre du projet École inclusive, il y a des ressources pédagogiques pour initier des activités éducatives, des activités de sensibilisation avec les élèves au primaire et au secondaire. Et la dernière ressource sera orientée davantage sur les pratiques inclusives et les initiatives qui peuvent être menées à l'intérieur des écoles, comme la création d'alliances, les références sur le langage épicène, le langage neutre, la communication inclusive. Vous aurez accès à toutes ces ressources dans le guide d'accompagnement. Et nous vous transmettons aussi la ligne d'écoute d'Interligne, qui est un de nos organismes partenaires, et donc un service d'écoute, d'intervention et de sensibilisation en français est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par mode téléphonique, message texte, clavardage. Et donc, ça peut être une ressource très intéressante pour les jeunes qui auraient besoin d'être écoutés. Alors, c'est la fin de notre webinaire 3, développer des pratiques inclusives en tant que personne alliée de la diversité sexuelle et de genre. Je veux vous remercier en mon nom, au nom de Franco Queer, au nom d'Arnaud, pour votre participation. Merci aux personnes qui nous ont suivis pour les 3 webinaires. C'est toujours vraiment une belle opportunité de progresser, de cheminer ensemble. Si vous avez des questions, des informations, des commentaires, vous pouvez nous contacter à projet.école au pluriel francoqueer.ca. Nous voulons remercier le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'Ontario qui sont nos bailleurs de fonds et qui nous permettent de mettre en œuvre ces webinaires et ces guides d'accompagnement dans le cadre des écoles, du projet École inclusive. Alors, merci à tous pour votre participation et puis à très bientôt et belle fin de journée. Et merci Marie-Evelyne. Merci Arnaud.